Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'agent immobilier. C'est vrai que c'est souvent un atout, hein. Moi, je renie pas le fait qu'un agent immobilier peut être un atout pour une vente, mais parfois, ça arrive qu'on tombe pas sur les meilleurs ou alors qu'on tombe pas sur les personnes les plus honnêtes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'agents immobiliers qui ont fait des choses un peu limites. Je parle de dossiers quand même qui sont un petit peu anciens, je ne veux pas avoir de problème. Je vais vous raconter deux histoires. Une première histoire, c'était avec un de mes clients dans le centre de la France. On a visité un produit qu'il avait lui-même repéré. C'était un immeuble qui était composé de un T2 au rez-de-chaussée qui faisait 50 mètres carrés environ. Au premier étage, vous aviez la même chose. Au-dessus, un grenier aménageable, mais comme vous aviez des faibles hauteurs sous plafond, on pouvait faire seulement un studio de 20 mètres carrés. Et un petit bout de terrain, et sur l'arrière, vous aviez une maison. Une petite maison qui faisait 50 mètres carrés environ, sur deux niveaux, donc 25-25, et avec donc deux chambres à l'étage, et au rez-de-chaussée, cuisine, salon, salle de bain, WC. Tout ça, c'était en vente pour 20 000 euros. Et on avait une toiture qui était nickel. On avait une façade qui était en bon état. Donc la structure même était bonne. On avait en fait, donc au rez-de-chaussée, on voulait garder le T2 tel quel. C'était un ancien commerce, mais qui avait déjà été transformé en fait en appartement. Donc on voulait le garder tel quel. À l'étage, au premier étage, le T2, on voulait le transformer en un studio et un T1 bis. Éventuellement faire un studio dans le grenier. Et après, la maison, on l'a gardée telle quelle. J'ai pas tous les chiffres en tête par rapport au montant de travaux, etc. Mais on était sur des très belles rentas, aux alentours de 17% ou 18% brut. Donc vraiment un très beau projet avec beaucoup de travaux. Alors une partie en déficit foncier, une partie qui ne serait pas, mais on aurait pu le travailler en LMNP au réel. Pour expliquer rapidement, en gros, par exemple au rez-de-chaussée, on avait un T2. Donc celui-ci, on le travaillait, on le travaillait en déficit foncier, puisqu'on ne modifiait pas les tailles, on ne le redécoupait pas. La maison, pareil. Par contre, au premier étage, on avait un T2 qu'on découpait. Donc là, en fait, vu qu'on faisait deux studios, on a envisagé de passer en LMNP au réel sur ces deux-là, et donc de faire un amortissement de l'achat et des travaux. Alors l'achat ne représenterait pas grand-chose, puisqu'en réalité, 20 000 euros, si on divise par 3 ou 4 appartements, ça représente 5 000 euros par appart. À amortir sur 20 ans, c'est négligeable. Néanmoins, ça nous permettait d'utiliser ce montant de travaux pour l'amortir et en faire quelque chose et déduire du coup des revenus. Voilà. Soit sous forme de déficit foncier, soit sous forme d'amortissement via le LMNP au réel. Donc pour revenir à notre histoire, on est sur un super projet, 17-18%, avec un faible ticket d'entrée. On est sur un projet à moins de 100 000 euros tout compris. Vraiment un super projet. On sait qu'il y avait déjà eu une offre qui avait été faite, qui avait été refusée, et je crois qu'elle était de 7 000 euros, vous imaginez? Donc le mec a fait une offre à 7 000 euros, elle a été refusée, et il n'a pas fait de contre-offre. Enfin bon, faut être un petit peu con, mais bon, bref. Et du coup, nous, on a fait une offre très rapidement, de suite, je crois le lendemain. On a fait une offre à 17 000 euros qui a été acceptée, dans lequel on avait blindé, si vous voulez, de conditions suspensives par rapport au fait qu'on crée un appartement supplémentaire. Donc, conditions suspensives de l'obtention de la déclaration de travaux, si vous voulez, de la mairie par rapport à la création de logements supplémentaires, un ou deux, je ne sais plus combien on avait mis, et conditions surtout d'obtention de prêt sur l'ensemble du projet, donc l'achat qui était de 17 000 euros, plus les travaux qui étaient de l'ordre de 80 000 euros. Et sur ce projet-là, donc voilà, donc offre d'achat acceptée à l'oral, évidemment, donc l'agent immobilier nous confirme que c'est bon. Donc là, ok, nous on est confiants, on commence à lancer les plans, les descriptifs des travaux pour lancer les consultations des entreprises. Donc on prend rendez-vous avec les entreprises sur place. On était, je crois, le mercredi, on avait rendez-vous le lundi d'après avec les entreprises. Donc tous les rendez-vous étaient déjà calés à l'avance. Et là, on appelle l'agence IMO pour valider le fait qu'on aura bien les clés, hein, pour faire visiter. Et là, on nous dit non, il y a un souci. Finalement, le vendeur n'accepte plus les conditions suspensives. Et le fait qu'il y ait un prêt et le fait que surtout ça soit lié à la déclaration de travaux, quoi. Donc on rappelle notre client, on en discute. Je dis écoute, c'est pas grave. De toute façon, je veux dire, si on enlève même la déclaration de travaux, on n'aura pas de difficulté sur un projet avec 80 000 euros d'achat, de travaux pardon, et 20 000 euros d'achat, à avoir un refus de prêt. Donc on pourrait très bien sortir de la vente sans frais, c'est pas un problème. Donc je lui dis écoute, on peut enlever la condition sur l'autorisation de travaux.
Et du coup, on dit OK. Et donc là, il le rappelle. Et finalement, il refuse encore. Il refuse encore en disant qu'il veut pas il veut rien, enfin il veut pas de conditions sur le prêt en lui-même. Donc du coup, mon client, il a un petit coup de blues. En plus, c'était un peu compliqué parce que c'est un client qui vit pas en France, mais qui était en France à ce moment-là, qui a pas de téléphone, donc c'était compliqué pour nous de le joindre. On sait qu'il y a un petit coup de blues de sa part en disant merde, c'est fichu, du coup, je vais pas pouvoir acheter. On arrive finalement à l'avoir, je crois que le vendredi. Le vendredi, on lui explique non, que voilà, c'est pas grave, même s'il n'y a aucune condition d'obtention de prêt, etc. Au pire des cas, même s'il devait verser un séquestre qui était de 5 ou 10%, même à 10%, c'est-à-dire qu'il perdait 1800 euros, quoi. Ce qui est négligeable pour un projet comme celui-ci, de prendre ce risque-là. Donc je dis ok, on file comme ça. Donc là, il le rappelle. Alors que je me rappelle l'histoire. Ouais, il le rappelle. Et finalement, ça lui va. Enfin, je sais pas si on arrive à le joindre. Non, on n'arrive pas à le joindre. On n'arrive pas à le joindre. On laisse un message le vendredi, le samedi. On n'arrive toujours pas à l'avoir. Et du coup, on annule forcément nos rendez-vous parce on était encore lundi matin, pas très loin, parce qu'on avait d'autres rendez-vous en fait de prévus. Et bon, du coup, on a annulé le lundi matin pour le lundi après-midi, quoi. Et là, on arrive à joindre finalement, je crois, le soir même. Je crois que notre client le joint le soir même. Et au final, il nous dit, non, en fait, le bien a été vendu pendant le week-end. Donc là, on était un peu sur le cul, quoi. On se dit, mais attendez, comment ça, le bien a été vendu ce week-end le compromis, ok, il n'y a pas de compromis qui était signé. Néanmoins, il y avait une offre d'achat acceptée, alors à l'oral, mais bon, il y a quand même une certaine forme de moralité normalement. Et voilà, donc le mec nous dit, non, laissez tomber, de toute façon, on l'a vendu ce week-end. Donc là, c'est vrai que un sacré choc parce que on avait bossé dessus pour le client et surtout c'est pas moral, quoi. Je veux dire, on a un engagement, surtout que notre client, je veux dire, il nous aurait dit finalement on l'accepte pas à 17, on le prend à 20. Enfin, c'était pas un problème. En réalité, à 20 000 euros, on prenait quand même le dossier. Mais c'est le fait que on a bien compris qu'il y avait quelque chose en dessous, que soit le vendeur, l'agent IMO, je veux dire, l'a gardé pour lui, soit il l'a donné à un copain à lui, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait un truc très louche dans cette histoire-là. Et on n'est finalement jamais allé plus loin que ça, parce que le client était un peu dégoûté, et il s'est dit, de toute façon, je veux dire, quoi qu'on fasse, de toute façon, on n'avait rien de signé, donc on ne pourra rien récupérer, et voilà, tant pis, je laisse tomber, je ne veux plus entendre parler, et puis voilà, quoi. Mais bon, voilà, c'est clairement un dossier sur lequel on s'est fait bien avoir, je pense, et surtout, voilà, on a eu le comportement d'un agent immobilier qui était vraiment pas top du tout, quoi. Donc très très décevant. Voilà. Donc voilà, ça c'était la première histoire. Et un peu dans le même style, j'ai une autre histoire qui m'est arrivée à moi personnellement il y a 3 ans, je pense, 2-3 ans de ça. J'étais encore en région parisienne à l'époque. Et j'avais repéré un produit qui était dans Lyon, à côté de Sens. C'était un bien, un immeuble qui était à, je sais plus combien, je sais plus à quel prix il était, mais il y avait 4 ou 5 appartements dedans. Il n'y avait pas de découpe à faire, c'était que de la réno. Et j'appelle en gros le mercredi, je prends rendez-vous pour le samedi, et le vendredi on m'appelle en me disant trop tard, c'est vendu. Je dis bon, tant pis, ça arrive, quoi. Là, 6 mois ou 4 mois après, je revois le même bien sur le bon coin. Je rappelle, et cette fois j'y vais le lendemain. Le lendemain, je vais sur place, je visite, je fais une offre d'achat, qui n'était pas déconnante honnêtement par rapport au prix, donc normalement qui aurait dû être accepté. Et là, quelques jours après, je rappelle l'agent IMO qui est très embêté, et qui me dit, en fait, le bien a été vendu, et il me fait comprendre que c'est en fait son directeur d'agence qui l'a acheté en direct. Et voilà, donc un comportement encore très très bizarre. Enfin, après, voilà, je peux rien y faire. En même temps, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais voilà, en gros, le directeur d'agence passe directement par le vendeur en direct, donc passe pas par son agence au final, et il se retrouve à acheter le bien. Et donc le vendeur, lui, il est content parce que lui, il va récupérer plus de sommes, puisqu'il n'y a plus les frais d'agence en fait. Donc voilà, c'était encore une histoire un petit peu étrange de la part d'un agent immobilier. Donc voilà, après,
Il y en a avec qui ça se passe très bien, qui sont top et qui vous font gagner de l'argent. Moi, sur beaucoup de mes projets, ça a été le cas. C'était les agents IMO qui m'ont guidé et qui m'ont dit, ouais, là tu peux y aller, vas-y, en termes de prix, t'inquiète, il est emmerdé, il pourra pas, de toute façon, il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autres offres, etc. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment arriver à ce que l'agent IMO devienne votre ami, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une relation relativement proche, qui vous fasse confiance et qu'il y ait une confiance mutuelle entre vous deux. Voilà. Au final, l'objectif, c'est qu'il vous aide. Lui, l'objectif, c'est que ça se vende. Donc, il va vous aider, normalement, s'il est bon, il va vous aider à ce que les deux parties soient satisfaits, ce qui est normal. Néanmoins, un bon agent immobilier, quand vous êtes l'acheteur, c'est celui qui va faire tout pour faire baisser le plus possible le prix. Voilà. Donc ça c'est vrai. Voilà, moi je pense que il y a beaucoup d'agents immobiliers qui font vraiment pas du bon boulot, clairement. Voilà, je sais que Émilie, voilà, c'est ce qu'elle fait maintenant. Néanmoins, j'ai pas honte de dire qu'il y en a beaucoup, et je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, qu'il y en a beaucoup qui salissent la réputation des agents immo et ce métier-là. Mais il y en a quand même des très bons, et il y en a surtout qui sont pas forcément bons en immobilier, c'est-à-dire qu'ils savent pas forcément calculer une rentabilité, etc. Mais par contre, ils sont bons en négociation et ils sont bons pour faire passer les offres. Et finalement, c'est ça qui nous intéresse. Nous, qu'un agent immobilier soit bon pour vous dire que le produit il est à 8 ou à 12% de renta, enfin, franchement, je m'en fous. Moi, il me donne les chiffres et je fais le calcul. Après, ce que je veux, c'est qu'il soit bon et qu'il arrive à faire plier le vendeur et faire baisser le prix. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, c'était juste un peu voilà, deux petites anecdotes concernant les agents IMO pour vous donner mon point de vue et vous montrer qu'il ne faut pas forcément. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Parfois, on croit avoir vaincu, on croit qu'on est bon, on a trouvé le bon bien, voilà, il y a plus qu'à. Et bah, il peut arriver des couilles qui font que on n'achète jamais, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, moi je vous laisse en dessous de la vidéo mettre vos commentaires, raconter vos histoires éventuellement et voilà les aventures que vous avez eues, les mauvaises et les bonnes aventures que vous avez eues avec des agents IMO. Et puis je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut, ciao. Et surtout, abonne-toi.